L'art de la simplicité par Dominique Leroux. En lisant ce résumé, vous découvrirez comment il est possible de vivre plus simplement en procédant par étapes et accéder à la spiritualité. Vous découvrirez aussi que le dépouillement matériel n'est qu'une condition pour accéder au dépouillement spirituel. Vous apprendrez que tout est une question d'équilibre entre le trop et le pas assez et que faire le vide permet de se rapprocher du vrai sens de la vie. Enfin, vous comprendrez que tout n'a pas nécessairement besoin d'être expliqué. Tout le monde peut atteindre, dans sa vie, un niveau de dépouillement qui le mènera vers plus de simplicité et par conséquent vers plus de sens. À travers son livre, Dominique Leroux a voulu témoigner de sa propre recherche du mode de vie le plus idéal possible. Pour elle, tout a commencé par son ouverture au monde. Elle a vécu dans plusieurs pays différents avant de s'installer au Japon, pays de la culture zen par excellence. Sa philosophie est plutôt claire. La simplicité dans tous les aspects possibles de la vie, même ceux qui nous paraissent les moins évidents. Une simplicité vue comme un synonyme d'enrichissement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une philosophie qui n'est pas si simple à appliquer dans une société qui ne jure presque que par un consumérisme poussé et dans laquelle il est parfois compliqué de combattre l'inertie mentale qu'elle nous impose. Chapitre 1. La société de consommation nous noie dans un matérialisme surabondant qui nous empêche d'accéder à l'essentiel. L'humanité n'a jamais été aussi avancée. Nous possédons tout, nous possédons trop. Nous vivons dans une société où posséder est un signe extérieur de richesse. On nous fait croire qu'il faut posséder des choses, objets, maisons, voitures, jusqu'aux gens qu'il faut consommer pour exister, pour se démarquer des autres, pour être unique, pour montrer qu'on a réussi, pour vivre tout simplement. Certains se sentent même rassurés à l'idée de posséder des choses, à l'idée de consommer. La réalisation de soi passe par le matérialisme à outrance. Tout s'achète ou se vend. Pas uniquement les objets, mais aussi les connaissances, les compétences, les gens. Dans ce désir d'acquérir toujours plus, on accumule jusqu'à l'overdose. On accumule et on s'attache aux choses, même cassées, même inutiles, même démodées. Qui n'a jamais pensé « on ne va pas le jeter, on ne sait jamais, ça peut servir ». On devient esclave des objets qui nous entourent car on leur donne une valeur beaucoup plus importante qu'on ne le devrait. On perd de vue ce qui nous est réellement utile et ce qui ne l'est pas. On garde tout, au cas où, comme une sorte de gloire du passé, comme si les objets nous aidaient à nous définir et nous rappeler qui nous sommes. Surtout dans une société où consommer, et qui plus est, consommer de plus en plus, apparaît comme la norme. Les médias nous font croire que vivre plus simplement, en régulant notre consommation, représente un danger pour l'économie. Les gens qui choisissent de vivre dans plus de dépouillement, avec plus de frugalité, apparaissent davantage comme des marginaux, des hérétiques qui préfèrent vivre en marge comme un signe de protestation, comme une insulte lancée à la face de la société qui ne les enfermera pas dans le carcan du consumérisme, des gens pauvres ou radins qui, en refusant de vivre comme des moutons de panurge, semblent s'exclure de la civilisation. Ce sont des gens qui ne savent pas jouir de ce que nous offre la vie. Chapitre 2. Le minimalisme est le rappel que l'homme a besoin de peu pour vivre. L'auteur nous incite à nous rapprocher du minimalisme, bien que cette philosophie de vie ne soit pas si aisée à atteindre. Dominique Leroux nous rappelle que l'essence de l'être humain ne se trouve pas dans les objets et que c'est un tort de croire le contraire. Le minimalisme pousse à s'intéresser davantage aux détails, à l'essentiel qui disparaît lorsqu'on accumule trop de choses, comme si on regardait un horizon bouché par la brume. Le minimalisme a ceci de vertueux qu'il permet à l'essentiel de s'épanouir, nos idées seraient ainsi plus claires, nos décisions plus rapides et précises, notre style vestimentaire plus élégant. L'un des conseils de l'auteur, pour parvenir à se concentrer davantage sur l'essentiel et savoir comment accéder à plus de minimalisme, de simplicité dans notre vie, consiste surtout à faire des listes. Des listes pour purger nos vies. En se posant des questions claires et précises, telles que « Qu'est-ce qui me complique la vie ?» Ou encore « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Nous avançons sur le chemin du minimalisme. L'auteur, en nous expliquant les bienfaits du minimalisme matériel, nous montre à quel point nous nous pensons dépendants de tous ces objets modernes dont on meuble nos intérieurs, alors que l'être humain est parfaitement capable d'adaptation. L'homme a oublié qu'il est tout à fait capable de vivre sans tous les gadgets qui l'entourent. Qui a besoin de plusieurs services à vaisselle, de 30 paires de chaussures, de 10 crèmes de jour différentes, etc. On devient dépendant de tous ces produits parce qu'on les considère comme indispensables. Mais si on choisit de posséder moins, les choses nous possèdent moins, et on les apprécie davantage puisqu'on les choisit avec plus de soin.
Ainsi, on sélectionne rigoureusement les biens qui vont meubler notre intérieur et notre intérieur devient un véritable refuge, au sens noble du terme. La maison est la protection du corps, c'est là que l'on chérit, que l'on soigne, que l'on repose, que l'on nourrit. L'intérieur d'une maison a plus d'importance qu'on ne veut bien le croire et c'est pour cette raison qu'il faut l'épurer au maximum. Un intérieur au mobilier épuré permet une meilleure circulation dans l'espace pour satisfaire l'esprit mais également le corps. Un intérieur au mobilier épuré est axé sur le confort. Les couleurs jouent également un rôle important. Les couleurs douces amènent à l'apaisement du corps et de l'esprit. Chapitre 3. L'endroit où l'on vit est une prolongation de nous-mêmes. Notre maison est notre miroir. Il nous complète de la même manière que nous le façonnons à notre image. Entretenir son habitat est donc un point important. Quelques détails peuvent paraître anodins, mais en réalité, ils nous détournent de l'essentiel. Des robinets défectueux, des fils électriques qui dépassent, une porte qui grince. Tous ces éléments fatiguent notre cerveau et le polluent. L'auteur établit un parallèle entre nos intérieurs et nous-mêmes. Ils ne sont que le reflet de nous-mêmes et de notre manière de vivre. Négliger son intérieur, c'est se négliger soi-même. Souvent, on se fait une idée des gens que l'on fréquente lorsque l'on découvre les lieux où ils vivent. Purifier son intérieur, c'est purifier son esprit. Un intérieur embelli, détend et amène vers un embellissement de l'âme. Mais alors, que faut-il garder? Il apparaît qu'à une certaine époque, comme au Moyen-Âge, l'alimentation, l'habitat et les vêtements n'avaient pour seule fonction que d'être efficaces en répondant ni plus ni moins aux besoins. De nos jours, ce mode de vie n'est plus. Parmi tous les objets avec lesquels on peut meubler nos intérieurs, qu'est-ce qui nous est réellement nécessaire? Un lit pour dormir, une table pour manger, une salle de bain propre et fonctionnelle pour se laver, un éclairage pour le soir. Évidemment, ce strict minimum peut paraître austère et surtout déprimant. Il est nécessaire de choisir de beaux éléments pour égayer notre intérieur un minimum. Accrocher un tableau de maître, disposer un joli vase rempli de fleurs, avoir un très beau divan, etc. En ce qui concerne les possessions plus personnelles, les vêtements, les livres, les tableaux, etc., l'auteur considère que toutes les possessions d'une personne devraient tenir dans un, éventuellement deux, sacs de voyage. Nous n'avons pas besoin de plus. Cela impose des choix exigeants, cela nous pousse à choisir plus de qualité. La qualité générale de notre vie s'en trouvera améliorée. Chapitre 4. Une meilleure gestion de son temps amène à une meilleure appréciation de ce que l'on vit. La vie, finalement, est le seul bien que nous détenons. Notre vie se définit par un temps donné. Il faut vivre dans le présent parce qu'hier n'existe plus et que demain n'existe pas. Le temps est très important dans la philosophie de l'auteur. Le temps, mais aussi et surtout la qualité de l'instant présent. On se plaint souvent de mal l'employer, de le perdre, de le gaspiller. Le problème, selon l'auteur, est que l'on passe trop de temps à se concentrer sur des choses inutiles qu'on ne peut pas changer, le passé, s'inquiéter de l'avenir, etc. Nous avons une vision du temps qui est erronée. On ne l'emploie pas à bon escient parce qu'on s'occupe l'esprit de pensées non constructives. Dans une époque moderne où tout évolue très rapidement, chaque minute de notre temps doit être occupée à quelque chose. Dans l'inconscient collectif, il est mal vu d'attendre sans rien faire. C'est assimilé à de la paresse et donc à une perte de temps. Mais l'auteur considère la paresse comme un luxe, non comme de l'inactivité. Selon elle, la paresse permet de se plonger dans ses pensées pour se reconnecter à soi-même, pour se détendre. Lorsqu'une personne prend du temps pour se reposer sans rien faire d'autre, elle peut alors constater ses propres réalisations et s'en réjouir. La paresse n'est pas, dans ce cas, un défaut. On se cache derrière de fausses excuses pour ne pas avoir à trop penser. On s'occupe avec des tas d'activités, sport, cuisine, art, lecture, comme si on se sentait obligé d'être hyperactif dans un monde hyper évolutif, comme si penser et ne rien faire en apparence était mal vu. Il est donc important de s'accorder du temps, de prendre des vacances, de se ménager des week-ends rien que pour soi. Prendre le temps d'apprécier les détails, se créer des rituels comme des sas de décompression, des moments personnels, égoïstes, rien que pour soi. Des rituels, tels que manger du pain grillé au petit déjeuner, une séance de cinéma tous les mardis soirs, une virée entre amis, se réjouir d'entendre la clé tourner dans la serrure quand l'être aimé rentre à la maison. Ces rituels donnent une sacralité certaine au quotidien. Ils lui apportent une dimension plus importante. Chapitre 5. L'argent ne devrait pas dicter notre conduite, mais nous aider à mieux gérer notre vie. L'argent est un autre élément important évoqué dans ce livre. L'argent qui apparaît plus souvent comme un maître que comme un moyen normal et non péjoratif d'atteindre nos objectifs.
L'argent touche directement et indirectement tous les aspects de notre vie. Par conséquent,